Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez pu profiter là, cette semaine du déconfinement, que vous en avez profité pour sortir, pour voir vos amis, bref, pour faire toutes les choses qu'on ne pouvait plus faire avant. Et d'ailleurs, j'espère aussi que ça a été l'occasion pour vous de pouvoir éprouver un peu mieux cette liberté fondamentale qu'on a d'habitude et qui nous a été enlevée provisoirement euh, pour protéger notre santé. Hein, on l'avait déjà vu en cours, c'est vrai que la liberté, je vous rappelle, c'est quelque chose qui finalement se comprend énormément par contraste. C'est souvent quand on manque le plus de liberté qu'on se rend compte qu'on était libre avant. C'est-à-dire que tous les jours, vous ne dites pas que vous tirez pas d'habitude un grand plaisir à pouvoir vous marcher librement dans votre ville ou aller voir vos amis ou aller boire un café en terrasse, je ne sais quoi. Euh, mais le jour où vous ne pouvez plus le faire, où il vous est interdit de le faire, tout d'un coup, ça peut vous manquer et vous pouvez vous rendre compte qu'en réalité, c'était véritablement une forme de liberté que de pouvoir le faire sans se poser de questions. Voilà. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. La manière dont notre pays, comme d'autres, hein, euh, juge que pour protéger la santé de ses habitants, il vaut mieux sacrifier des libertés fondamentales, c'est des positions très intéressantes d'un point de vue de philosophie morale ou de, de philosophie de la justice. Et bien justement, vous voyez, je travaille les transitions. On va continuer à parler de la République aujourd'hui. Euh, donc c'est le titre de ce cours-là, hein, La République et l'idée de justice. Euh, et avant de commencer, juste, je vous donne un peu ce que j'ai voulu faire. J'ai un peu changé mon idée de cours. Plutôt que de vous faire simplement un cours sur la République et entre autres l'allégorie de la caverne, euh, quand ça sera pertinent par rapport à ce qui sera dit dans la République, je vous ferai un cours sur des notions. Je développerai un peu plus que ce qui est dit dans la République sur les notions. Par exemple, l'idée de justice, c'est le thème central de la République, le concept de justice, et donc quand ça me permettra de parler d'autres auteurs, de soulever des questionnements qui sont plus larges que ceux qui sont abordés dans l'œuvre de Platon, et ben pourquoi pas, je le ferai, puisque la justice, c'est une des notions aussi qui vous faudrait connaître en terminale. Voilà. On va commencer tout de suite avec une photo de l'acropole d'Athènes, puisque vous allez comprendre pourquoi. Puisque c'est de l'organisation des cités dont il est question aussi énormément dans la République, comme le nom de l'œuvre l'indique d'ailleurs. Et donc, première chose, ce qui est bien, c'est que vous connaissiez en gros le plan de l'œuvre. Le plan de l'œuvre que je vais vous présenter là, c'est celui qui est proposé par Georges Leroux dans une des traductions et annotations de la République. Donc c'est pas de moi, mais je trouve qu'elle est pertinente et puis elle vous permet de faire un découpage grossier de l'œuvre pour comprendre les différentes étapes du raisonnement de Platon. Il faut savoir que le livre est assez gros et il est divisé en 10 livres à l'intérieur, qui correspondent en gros à des chapitres, si vous voulez. Donc il est divisé en 10, sachant que les passages que je vous envoie font partie du livre 7, donc c'est plutôt tard dans l'œuvre. Voilà. Bon, le livre 1, il concerne, c'est l'ouverture, et il va concerner les conceptions traditionnelles et sophistiques de la justice. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler notamment du livre 1 et de ce qui est dit dans le livre 1 au début, parce que c'est assez intéressant. Et c'est vraiment un débat entre Socrate et un adversaire notamment, qui est représentatif, a priori, vraiment de ce que pensaient les Athéniens à l'époque. Donc on peut imaginer que Platon a écrit a commencé là-dessus pour, comment dire, évincer directement et assez radicalement les positions classiques par rapport à la justice qu'avaient les intellectuels dans la cité athénienne. Donc finalement, il ne sera plus tellement question de ça après. Ensuite, des livres 2 à 4, en gros, c'est un essai de définition de la justice.
de ce que c'est que la justice. Mais on verra que finalement, on n'y arrive jamais véritablement. C'est assez compliqué. Ensuite, livres 5 à 7, je suis désolé, la mise en page n'est pas top, là je sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça. Donc livres 5 à 7, là il va plutôt être question des conditions de réalisation de la cité juste, puisqu'en fait on part de tentatives ou de discussions sur la justice, de tentatives de définition ou plutôt de discussions sur la justice, et assez rapidement il va être question de savoir comment on pourrait imaginer la cité qui soit la plus juste possible. Puisque, on en reparlera, mais toute l'œuvre de la République est censée être un parallèle, peut être liée à la fois d'un côté... c'est censé être un parallèle entre une représentation de la cité et une représentation de l'âme de l'homme. Parce que pour Platon, la cité correspond à l'âme de l'homme, et ce qui sera dit pour la cité, ce qui sera juste pour la cité, sera juste pour l'âme humaine individuelle. Et ensuite, livres 8 à 9, il sera question de l'injustice, de ce que c'est que l'injustice et de ce que ça provoque dans la cité et dans l'individu, justement, puisque les deux sont mis en parallèle. Et le dernier livre, livre 10, il s'agit de décrire les récompenses de la justice, avec notamment une très belle fin sur un mythe, etc. Et du coup, voilà. Je crois que j'avais une citation. Bon, bref. Mais retenez que, en tout cas, toute l'œuvre, si vous la lisez, même de votre côté, toute l'œuvre fait des liens entre métaphysique et politique, et c'est ce qui est très fort chez Platon, c'est qu'il y a des liens entre toutes ces conceptions. C'est-à-dire qu'on a vu le monde intelligible chez Platon, le monde des formes, des idées, etc. Il sera question de ça tout autant que de justice dans la vie réelle, tout autant que de justice dans l'âme de l'homme. Et même l'allégorie de la caverne en rend très très bien compte de ça, c'est-à-dire que les éléments de sa philosophie sont intriqués entre eux. Il n'y a pas d'une partie la philosophie morale et d'une autre qui serait complètement déconnectée, la philosophie sur l'ontologie par exemple, sur les êtres, etc. Donc voilà. Et ben en photo, là je vous ai mis une petite image, une petite photo de l'acropole d'Athènes. Voilà. Donc quelques questions avant d'attaquer l'analyse, enfin le début de l'analyse de l'œuvre. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, l'origine du débat, c'est une réflexion sur la justice. C'est-à-dire que c'est Socrate avec ses copains, et je ne sais plus exactement comment ça vient, mais c'est dès le début, ils commencent à discuter de ça, à essayer de savoir ce que c'est que la justice. Au début, Socrate discute avec des gens qui lui sont plutôt... familiers. Eux, ils vont très vite pas avoir des conceptions qui s'opposent, qui sont assez puissantes pour s'opposer à Socrate, mais il y a un adversaire dans le livre 1 qui est très intéressant, qui est Thrasymachue, Thrasymachue, qui représente justement les sophistes de l'époque. Qui représente les sophistes de l'époque et qui va lui développer une conception de la justice qui est assez forte et assez puissante pour le coup, dont Socrate va pas vraiment avoir de mal non plus à tourner en ridicule, mais malgré tout c'est une position qui reste très intéressante. Je vous rappelle juste que c'est que les sophistes, les sophistes c'est une espèce de... C'est vraiment les personnes que combat Platon, parce que c'est des... Donc c'est donc au vu de Platon des prétendus philosophes, des prétendus penseurs, mais qui en réalité, toujours pour Platon, cherchent plus à avoir raison que la vérité. Donc leur but n'est pas de développer un véritable savoir, mais de plutôt... donc leur but est plutôt égocentrique en réalité, on pourrait dire. Voilà, en tout cas, toute l'œuvre est une réflexion autour de la justice. Ce qui va amener certes Platon à développer des réflexions sur ce que c'est qu'une cité juste, mais tout ça sert un but durant les 500 pages de cette œuvre, c'est définir qu'est-ce qu'être juste. Ok, il faut garder ça en tête tout le temps, même sur l'allégorie de la caverne. C'est un passage qui sert aussi à ça. Et donc, une des questions... qui ressort de ce premier livre, on va le voir, c'est la justice est-elle naturelle ou artificielle ? Est-ce que la justice, elle est en nous
comme quelque chose d'inné, de naturel, ou est-ce qu'elle est construite et du coup il n'y a pas de justice absolue, il n'y aurait que des justices relatives à des moments donnés. Il y a des États, à des sociétés, à des pardon, à des gouvernements donnés. Voilà, ce qui voudrait dire, si la justice est construite, on pourrait se poser la question, est-ce que faire quelque chose de juste, c'est seulement obéir aux lois? C'est ce qu'on verra, c'est aussi une position qu'on verra après. Et voilà, comme je vous l'ai dit, la question qui dirige cette œuvre, c'est qu'est-ce qu'être juste? Et petite anecdote aussi pour ceux qui le liraient en entier, La République, ou même simplement des passages, c'est très... je trouve personnellement que c'est facile à lire Platon, mais c'est très complexe de se retrouver. Parce qu'en fait, c'est comme un énorme arbre avec énormément de branches. On part d'une question qui serait le tronc, qui est celle-là, et puis ça va amener d'autres questions qu'il va falloir résoudre. Et puis ces questions-là vont amener encore d'autres questions. Et puis quand on est au milieu de l'œuvre, on ne sait même plus de quoi ça parle. On comprend ce qui est dit dans la page qu'on est en train de lire, mais on ne sait plus d'où on vient parce que il faut avoir une très bonne mémoire et vraiment prendre des notes assidues pour réussir à remonter le chemin du tronc jusqu'aux branches où on est, qui nous a amené justement là. Et donc souvent on se retrouve un peu perdu, on peut avoir l'impression que tout d'un coup on se dit mais en fait on parle plus du tout de la justice, là il est en train de parler de, je sais pas moi, du métier de charpentier, et pourquoi il parle de ça? Et en fait non, il est encore en train de parler de la justice, c'est juste que les liens parfois deviennent confus. Voilà. Alors, donc, chapitre 1. Donc, comme je vous l'ai dit, toute l'œuvre consiste en un questionnement sur la justice. Et le grand A, on va voir la peine comme talion. On va voir ce que c'est que talion tout de suite. Alors, avant que Thrasymachus, donc le sophiste, qui est vraiment intéressant, arrive dans le débat, donc je vous l'ai dit, Socrate est en train de discuter avec d'autres personnages, et donc c'est une discussion sur la définition de la justice au début de la République. Voilà, qu'est-ce qu'être juste? Il parle de ça. Et l'une des premières réponses que l'on fait à Socrate, alors je ne sais plus quel personnage, je crois que c'est Céphale ou Polémarque, et donc l'une des premières réponses que l'on donne à Socrate, c'est que la justice, ça consisterait à rendre à chacun ce qu'on lui doit. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire, je ne sais pas comment l'expliquer. Rendre à chacun ce qu'on lui doit, en gros, ça peut être compris vraiment littéralement, c'est-à-dire si tu es quelqu'un de bien, on doit te faire du bien, si tu es quelqu'un de mauvais, on doit te faire du mal, on doit te punir. Et ça, justement, ça fait référence, ça fait écho, en tout cas, c'est pas directement dit dans la République, mais à mon avis, ça fait écho à une conception très traditionnelle de la justice, peut-être même une des premières conceptions de la justice, une des plus logiques, une des plus naturelles, c'est la loi du talion. La loi du talion, vous en avez sûrement entendu déjà parler. Il s'agit, alors la phrase très connue pour décrire ce que c'est que la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. En gros, tu m'as fait ça, et ben je te refais la même chose, ça sera ça ta peine. T'as tué quelqu'un, et ben on va te tuer. Et t'as torturé quelqu'un, et ben on va te torturer. C'est ça la loi du talion. C'est probablement une des plus anciennes. Et les premiers signes de cette loi-là, ils sont trouvés sur ce qu'on appelle la stèle ou le code de Hammurabi, qui date de 1750 avant Jésus-Christ. Voilà. Cette stèle, je vous l'ai présentée là à gauche, c'est une photo de la stèle. Je ne sais pas si vous voyez les écrits en dessous, en fait, il y a une figure, puis il y a des écrits en écriture cunéiforme en dessous, et donc il s'agirait d'un empereur ou un roi, je ne sais pas comment on dit, et des sentences qu'il a données, des décisions de justice qu'il a prises. Et donc ça constitue le premier code de loi véritable, en tout cas qu'on a retrouvé. Donc cette conception de la justice est peut-être la plus naturelle qui soit, puisque quand on y pense, elle est issue à mon avis d'un sentiment très humain, c'est le sentiment de vengeance, le sentiment aussi d'équité. On retrouve des choses assez qui demeurent dans notre... enfin pas d'équité mais d'équilibre, d'équité. Des choses qui demeurent dans la conception de la justice, c'est-à-dire
D'une, le sentiment humain, c'est-à-dire on m'a fait quelque chose, je vais faire la même chose. Ça mérite une peine égale, ce qu'on m'a fait subir. Et donc voilà, le sentiment de rétablir un équilibre dans l'ordre des choses, de faire soi-même œuvre du karma, on pourrait dire. Et c'est ça la peine comme talion, la loi du talion. Donc c'est vraiment l'idée, ce qu'il faut retenir, ce que vous pouvez noter, c'est une réciprocité du crime et de la peine. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Cette conception de la justice, elle se retrouve chez les poètes grecs comme Simonide, comme Échille. Échille, il écrit, je crois, qu'un coup meurtrier soit puni par un coup meurtrier, quelque chose comme ça. Et comme je vous l'ai dit, une telle conception de la justice, ça revient en gros à dire fais du bien à tes amis et fais du mal à tes ennemis. Et on trouve une conception, une explication très logique et voilà, presque naturelle à ça, c'est qu'il nous a fait du mal, on veut lui faire du mal, donc c'est le sentiment de vengeance. Et d'ailleurs, juste pour petite parenthèse, à ce titre, la morale chrétienne, elle fait une rupture catégorique avec ce genre de conception de la justice, puisque elle est, je sais, faudrait étudier ça, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais peut-être la première à instaurer l'idée de non-réciprocité, justement. Vous voyez, quand Jésus dit, je ne sais plus comment c'est formulé exactement, mais en gros, tends la joue à celui qui t'a fait du mal, quoi. Plutôt que de riposter. C'est très nouveau, cette idée de pas s'impliquer justement dans le processus du mal, de la violence, etc. Et donc de ne pas la nourrir. Bon, c'est quelque chose qu'on verra aussi après, ça va être un des arguments de Socrate contre cette position. Parce que là, je vous rappelle qu'il s'agit de quelque chose qu'on dit à Socrate. On lui dit, voilà, pour moi, la justice, c'est ça. Je dis, remarque, la religion chrétienne, c'est peut-être une des premières, mais il me semble que le bouddhisme, qui est plus vieux, de 500 ans, qui précède de 500 ans à la chrétienté, il me semble qu'il y a déjà ces conceptions-là. L'idée de ne pas agir vers ton ennemi, justement. Et effectivement, il y a plusieurs problèmes qui sont issus de cette conception, de l'idée de faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis. Premier problème, donc plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que déjà, ça implique de définir ce qu'est un ami. Parce que si c'est subjectif, ce qui paraît a priori être le cas, s'il n'y a pas de critères objectifs pour définir ce que c'est qu'un ami, donc une personne en gros à qui on doit faire du bien, ça veut dire ça, et ben ça veut dire que la justice devient subjective, ce qui devient problématique, parce que tout le monde peut vouloir faire du bien aux gens qui considèrent être leurs amis, et pour autant l'ami de quelqu'un peut être l'ennemi de quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc ça implique de définir ça. Et ça c'est la première chose que dit Socrate à son interlocuteur. Deuxième chose, c'est que ça implique de reconnaître l'apparence de la réalité. Parce qu'à partir du moment où on a dit qu'il fallait faire du bien à ses amis, justement, pourquoi certaines personnes ne feraient pas semblant, entre guillemets, d'être votre ami pour que vous leur fassiez du bien et donc pour en tirer un bénéfice. Mais on comprend directement que si l'intention derrière n'est pas la bonne, ça peut pas être considéré comme quelque chose de juste, d'avoir fait du bien, d'avoir fait du bien à quelqu'un qui n'est pas véritablement bon. Donc voilà, reconnaître l'apparence de la réalité à ce sujet. Alors, je crois que c'est dans la République, j'ai un petit doute, mais je suis quasiment sûr que c'est dans la République et dans ce passage-là, il y a une très belle. Un très beau mythe qui est présenté par Platon, c'est celui de l'anneau de JGS. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Écoutez, je le note, parce que là, je viens de m'en rappeler. Ça pourrait être l'occasion d'une petite diapo.
Donc, voilà, ça je vous en parlerai la prochaine fois. Et le troisième point, c'est que en raisonnant ainsi, en raisonnant en se disant que la justice c'est faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis, on risque de faire de la justice quelque chose qui produirait de l'injustice, ce qui est absurde. Pourquoi ? Parce que si on fait du mal à ses ennemis, eux-mêmes vont nous considérer comme leurs ennemis et donc vont vouloir aussi nous faire du mal. Et la loi du talion, en fait, c'est infini. C'est une régression vers l'infini qui, si on l'appliquait complètement, finirait probablement par faire rentrer tout le monde dans un processus de violence et d'injustice. C'est-à-dire que puisqu'on répond, nous, à la violence qu'on a subie par la même violence, par une violence réciproque, pourquoi la personne à qui on fait cette violence réciproque ne répondrait pas encore par une violence réciproque, etc. etc. Vous voyez, c'est une régression à l'infini finalement. Et c'est ce que montre Socrate en disant qu'un acte qui fait du mal ne peut pas engendrer un acte juste. Un acte injuste ne peut pas engendrer un acte juste. Et du coup, ça veut dire que la justice produirait de l'injustice, ce qui n'est pas possible. Je vous ai mis une petite vignette là d'un dessinateur de BD très connu qui s'appelle Franquin. Et ça représente exactement ça. C'est le paradoxe du bourreau. Désolé, mais la loi est formelle. Toute personne qui entourera volontairement une autre, alors il y a d'autres vignettes normalement au-dessus, mais en gros, je ne sais plus ce qui est dit, mais ça doit être quelque chose du genre toute personne qui entourera volontairement une autre se verra immédiatement punie de la peine de mort. Sauf que comme le bourreau tue quelqu'un, il se trouve lui-même dans la situation d'être puni de la peine de mort, etc., etc., etc. Et vous voyez, c'est une régression à l'infini, c'est-à-dire que les guillotines se perdent à l'horizon. Et on voit tous ces bourreaux qui attendent comme des machines d'appliquer une sentence qui les fera eux-mêmes rentrer dans le processus de l'injustice. C'est-à-dire que la main de la justice, la main du juge, du bourreau qui baisse en vertu de la justice la lame sur la tête du condamné, se retrouve déjà elle-même impliquée dans quelque chose qu'elle considère comme injuste. Ce qui est un paradoxe, donc. Alors voilà pour les problèmes soulevés par cette première conception de la justice, et donc c'est comme ça que Socrate les élimine. Donc il dit non, la justice ça peut pas être ça marche pas ce que tu me dis, Polémarque, je crois que c'est Polémarque. Donc il va falloir trouver autre chose. Et c'est là où arrive le deuxième personnage dont je vous ai déjà parlé, Thrasymachus, donc qui lui va dire: écoute Socrate, la justice, c'est l'intérêt du plus fort. Thrasymachus, il est très intéressant parce que c'est vraiment un adversaire de Socrate. Et on le sent, il y a une tension entre les deux, il y a des attaques, etc., etc. Avec du respect évidemment, mais on sent qu'il y a quand même de la tension. Et donc je vous l'ai dit, il représente les sophistes et donc probablement les dirigeants de l'époque de Platon. Donc, il arrive dans le débat. Sa conception de la justice, c'est assez logique. Il la conçoit comme la loi du plus fort. Pourquoi c'est logique ? On va voir ça tout de suite. C'est que Thrasymachus, en fait, ce qu'il dit, c'est que la justice, c'est ce qui est décidé par ceux qui dirigent, par les puissants, ceux qui détiennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'il associe la justice à une forme de légalisme. La justice, puisque c'est ce qui est décidé par les puissants, ça veut dire que être juste, c'est obéir aux lois, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, pour nous, être juste, c'est obéir aux lois de notre gouvernement français. Si demain, un nouveau gouvernement prend sa place et change radicalement tous les codes, mœurs, coutumes, lois de la société, être juste, ça sera complètement différent de ce que c'est qu'être juste aujourd'hui. Dire que Thrasymachus, il comprend quelque chose, à mon avis, qui est très, très fort, hein. Tout de même, c'est qu'il n'y a pas de justice transcendantale. Il n'y a pas quelque chose comme une justice innée qui si on la connaissait, nous permettrait d'avoir une table de mesure, une grille par rapport à laquelle on pourrait juger de nos actes et des actes des autres. C'est impossible.
Ceux qui font la justice, c'est simplement ceux qui ont eu le pouvoir et qui ont eu le pouvoir de décider pour les autres ce qui était juste. On retrouve une conception presque nietzschéenne, vous voyez, dans la manière dont c'est ceux qui dominent les autres de la même espèce ou des espèces différentes qui vont décider de ce qui est bon ou de ce qui est mal. Rappelez-vous l'image que donne Nietzsche dans la généalogie de la morale du faucon, du rapace qui chasse un mouton. C'est très juste pour le rapace de chasser un mouton, mais pour le mouton c'est très injuste. Donc la justice devient complètement relative. C'est pour ça que je vous ai mis une moto. Qu'est-ce que je raconte ? Une photo d'une lionne qui chasse, je ne sais pas ce que c'est, un zébu, un buffle, bref, qui est en train de chasser. C'est-à-dire que c'est très juste, il n'y a rien d'injuste là-dedans, il n'y a rien d'immoralement de mauvais. Et justement, ça veut dire que la position de Thrasymach implique de différencier la justice de la morale, ce qui n'est pas le cas chez Platon. Et on le verra, Platon, vous pouvez vous en douter déjà, vu ce qu'on a déjà vu sur lui au cours de l'année, avec justement, pour tout, cette idée qu'il y a cette thèse qu'il y a une idée sous-jacente, pure, immuable, etc. Vous vous doutez bien que pour la justice, ça va être pareil. Donc il ne va pas pouvoir accepter ça, Socrate. C'est-à-dire qu'il il veut rechercher une justification à nos actes. Parce que le problème de la position de Thrasymach, c'est que si on commence à tomber là-dedans, il devient très difficile de ne pas répondre simplement à nos pulsions, à nos envies. Pourquoi moi, j'écouterais les lois dans ces cas-là, hein. Pourquoi je ne viendrais pas un bandit Il n'y a aucune raison, puisque si on considère que c'est artificiel et que toutes les lois, tout ce qui nous paraît juste, c'est des constructions, ce qui, à mon avis, est une pensée très forte, hein. C'est logiquement très acceptable, mais le problème, c'est que si on commence à plonger là-dedans, on peut facilement ne plus avoir de limites. Voilà. Malgré tout, cette position, comme je vous le dis, je vous le répète, elle est extrêmement puissante à mon avis parce que elle permet de rendre compte d'une facticité dans ce qu'on appelle la reconnaissance du bien et du mal. Et donc une forme de résilience presque, de se dire finalement non, il n'y a pas une chose telle que le bien et le mal, tout ça c'est construit. Et donc c'est extrêmement dépendant d'un milieu, d'un moment, d'une culture, etc. etc. Voilà. Et donc on retrouve, comme je l'ai dit, une position quasi nietzschéenne qui fait de la distinction bien-mal une construction sociale et non une vérité en soi. Alors, donc on a, je ne sais pas pourquoi j'ai mis sous quelle forme de question, on a effectivement une opposition à la conception traditionnelle du lien justice-morale, comme je viens de vous le dire. Il n'y aurait donc pas, donc vous pouvez le noter, il n'y aurait donc pas de justice transcendantale, juste de la justice relative. Ok. Je vous ai mis on en parlera après. Les dirigeants font donc les lois, non pas parce qu'elles sont bonnes, mais avantageuses pour eux. Alors ça c'est important, on va s'arrêter un peu là-dessus. Puisque la justice elle est donc issue du pouvoir, comme on vient de le dire, donc c'est ceux qui ont le pouvoir qui décident de ce qui est juste pour les autres. Tant qu'ils ont le pouvoir, c'est eux qui peuvent décider de ce qui va être appliqué ou applicable. Elle serait donc distincte de la morale qui, elle, pourrait être naturelle. Ok ? Et donc, ce sont les dirigeants qui font les lois. Et ils ne font pas les lois parce qu'elles sont bonnes, puisque la justice est différente de la morale. Et pourquoi ils les font, du coup ? Ils les font parce qu'ils en tirent un certain bénéfice. Et ça, Thrasymach donne une image de ça, pour essayer de vous le faire comprendre, c'est celle du troupeau. Il dit, le berger qui guide un troupeau, il ne le fait pas pour le bien du troupeau, il le fait pour son bien à lui. S'il n'avait aucun avantage à en tirer, il lâcherait le troupeau, il s'en fout. Et c'est assez vrai comme position à mon avis. Et on peut élargir ça à n'importe quelle forme de gouvernance.
D'ailleurs, c'est le point sur lequel Thrasymach et Socrate se mettent d'accord, qui leur permet d'avancer, c'est que ceux qui dirigent sont des guides comme un berger est un guide pour un mouton, pour le peuple. Voilà. Et en un sens, tout le projet de la République, ça va être vu comme un moyen de trouver un fondement autre que celui-ci à l'art de la politique. D'accord ? Je vous ai montré là une photo d'une représentation de la justice. Alors c'est peut-être Thémis, la déesse de la justice. En tout cas, vous voyez, il y a des symboliques très importantes. Hein. La balance qui est censée représenter le jugement, le poids du jugement. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le bandeau. Le bandeau qui est censé représenter l'équité, c'est-à-dire que la justice est aveugle. Et ça, c'est une conception qu'on retrouve très très souvent dès la Grèce antique, depuis très longtemps. La justice, elle ne fait pas cas de la subjectivité de chacun. Le juge qui va vous juger aujourd'hui au tribunal, a priori, c'est pas lui qui décide en fonction de ce qu'il a, de l'humeur qu'il a. C'est pas lui qui va dire bon, écoutez, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Vous avez fait un petit délit, mais j'en ai rien à foutre. Vous allez prendre 10 ans. Voilà, ça n'arrive pas parce qu'il est censé être impartial. Cette impartialité, cette équité, elle est représentée par le bandeau. Et ce qu'est en train de présenter Thrasymach en disant que le dirigeant, il fait les lois parce qu'elles sont avantageuses pour lui, et ben ça veut dire que la justice n'a plus de bandeau, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout aveugle et qu'en réalité, elle n'est plus du tout juste, déjà, on le voit bien, mais qu'en tout cas, il s'agit pas du tout d'une justice impartiale, mais au contraire d'une justice extrêmement subjective. Donc tout ça amène finalement Thrasymach même à reconnaître dans sa position la plus extrême que l'injustice est supérieure à la justice. Puisque finalement, il n'y a qu'en étant injuste qu'on arrive à tirer du profit de ce qu'on va faire et des actes qu'on va engendrer. Et vous voyez, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que la justice se transforme en injustice et réciproquement. Ce que finalement, Thrasymach qui reconnaît dans le débat, et c'est peut-être ce qui me gêne le plus dans ce moment-là de la République, il finit par reconnaître dans le débat que ce qu'il appelle la loi du plus fort, alors qu'il a commencé à le présenter comme étant la justice, il reconnaît que c'est une injustice en soi. Et du coup, ça finit par l'amener à dire que l'injustice est supérieure à la justice. Alors que ce qu'il appelle injustice, vous voyez, d'un point de vue, l'étiquette qu'il met sur ce concept, en disant c'est de l'injustice, au début, cette étiquette-là, c'est celle de la justice, justement. Et là, il finit par reconnaître qu'en soi, c'est injuste. Donc, il est déjà en train de perdre le débat, à mon avis, à ce moment-là. Mais bon, là, on ne va pas discuter de ça. Bon, j'espère que vous suivez toujours. On termine. Donc voilà, le berger, une petite image pour que ça vous... pour vous rappeler de ça, je pense qu'elle peut vous faire retenir cette idée plus facilement. Donc, quand Thrasymach dit que le berger, il guide les moutons et il les élève et il les aide simplement pour en tirer un avantage. S'il n'en tire pas d'avantage, il arrête d'être berger, c'est clair. Okay. Il n'est pas dans le sacrifice de lui-même, c'est pas un saint. Okay. Alors, et on finit sur ce que Socrate rétorque, et Socrate va essayer de montrer les incohérences d'une telle conception. En disant deux choses. D'abord, personne ne consent de son plein gré à gouverner. Justement, ce que présente Thrasymach comme étant des avantages, Platon le retourne d'une certaine manière. Il dit, mais si les gouvernants veulent être bien payés, s'ils veulent avoir des avantages de leur position, c'est justement parce qu'ils ne tirent pas d'avantages réels pour eux-mêmes de ces positions-là. Donc les seuls avantages qu'ils peuvent tirer, finalement, c'est par exemple le fait d'avoir un statut un peu supérieur. Comme nos présidents aujourd'hui, ils sont bien payés, ils ont accès à des privilèges que le reste des gens n'ont pas. Mais c'est justement parce que c'est un sacrifice du point de vue de Socrate. C'est parce que c'est un sacrifice de diriger et parce que en réalité c'est pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose qui nous concerne directement, dont on pourrait tirer avantage d'être un guide, qu'il faut qu'on en tire d'autres bénéfices. Voilà. J'espère que vous comprenez.
Le deuxième point est plus intéressant, je trouve. Socrate montre l'incohérence de Thrasymachus en disant que il faut nécessairement de la justice pour que l'injustice fonctionne. Je vais vous expliquer ça. Par exemple, et c'est l'exemple qu'il donne, pour qu'une cité injuste atteigne ses objectifs tyranniques, il faut que ses membres soient justes entre eux, paradoxalement. Vous voyez, imaginez-vous une bande de criminels sans foi ni loi qui ravagent le pays. Okay, si entre eux, ces criminels ne sont pas justes, même si les actes qu'ils font ensemble sont injustes, si entre eux ils ne sont pas justes, ils ne pourront jamais dominer un pays. Ils ne pourront jamais dominer une communauté. Ils ne pourront jamais dominer les autres hommes et donc ils ne pourront jamais prendre le pouvoir. Donc l'injustice devient tributaire de la justice. Et ça, c'est un argument qui est très fort à mon avis. Parce que, en fait, ce que montre Socrate en disant ça, c'est qu'il faut pouvoir avoir confiance en autrui au minimum, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Et du coup, il faut... Cette confiance, elle est basée sur un contrat de justice entre des personnes, une convention, si vous voulez, qu'on ne va pas se faire de mal, qu'on ne va pas se trahir. Parce que si plus personne ne respecte rien, bah c'est le bordel. Et même la personne avec le plus de pouvoir ne pourra pas échapper à un assassinat, à un coup dans le dos, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce point-là, à mon avis, c'est le point le plus fort qui permet à Socrate de montrer que l'injustice seule ne peut rien. Et que donc c'est toujours la justice qui va permettre aux gens de vivre ensemble. Bon, on continuera ça au prochain cours. D'ici là, portez-vous bien, encore une fois, et puis à bientôt. J'espère que... Enfin, j'espère. Je pense pas, je pense que ça m'étonnerait qu'on rentre au lycée, mais bon, j'espère qu'on pourra se revoir au moins avant la fin de l'année. Ça serait bien, ça me ferait plaisir en tout cas. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.